Arrivés au terme de leur conférence organisée à Kinshasa la semaine dernière, les présidents des assemblées provinciales de la République démocratique du Congo ont été reçus ce mardi 14 juillet par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières Chabani Louko. Au cours de cette rencontre, les présidents de ces organes délibérants ont restitué au vice-premier ministre Chabani le rapport de synthèse des travaux effectués durant ces assises. Ils ont par ailleurs salué l'implication et la qualité des interventions du vice-premier ministre sur la gouvernance sécuritaire développée lors des panels. Nous devons savoir que depuis l'avènement du vice-premier ministre, ministre intérieur, nous avons été toujours conviés à participer à des réunions de conférences des gouverneurs. Et cela par rapport aux orientations du président de la République concernant la stabilité des institutions provinciales. C'est dans ce cadre-là que nous avons senti son accompagnement depuis les premiers jours à Kalemi jusqu'à l'avant-hier, quand nous avons tenu notre conférence de président, une session extraordinaire. Il a été là dès le début, il a participé aux ateliers et il est venu pour conclure. Nous avons estimé que nous devons venir en tant qu'humains lui remercier de cet accompagnement, mais aussi lui remettre solennellement la synthèse des rapports de nos recommandations et de ces assises-là. C'est ce que nous avons fait ce soir. Le vice-premier ministre a exhorté ses interlocuteurs à privilégier la stabilité des institutions provinciales telles que recommandées par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Il a ensuite réaffirmé que son ministère accorde une place prioritaire aux assemblées provinciales en tant qu'institution clé pour la stabilité des provinces. La ministre d'État, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Eve Bazaïba Massoudi, a effectué une visite d'inspection sur la concession de plus de 3 hectares appartenant à la Fondation Marie-Antoinette, située sur la première rue Limitée à Kinshasa. Accueillie par les agents du ministère conduits par les directeurs coordonnateurs de la Fondation Cheriba Lukongo-Ngandou, elle est venue s'imprégner de la situation de ces patrimoines de l'État au cœur de plusieurs allégations de spoliation. Au cours de cette descente, la ministre d'État a exprimé sa préoccupation face à la complexité du dossier foncier, marqué notamment par l'absence de certains dossiers administratifs, la multiplication des contrats et des certificats de propriété contestés, ainsi que l'occupation et la vente présumée irrégulière de parcelles appartenant à l'État. Elle a annoncé un examen approfondi de tous les documents, contrats et plans directeurs avant toute décision, n'excluant pas une remise à plat des dossiers si des irrégularités étaient établies. Réaffirmant les principes de continuité de l'État, la ministre d'État a assuré que les contrats régulièrement conclus seront respectés, tandis que ceux qui porteraient atteinte aux intérêts de l'État feront l'objet d'un examen. Elle a invité le partenaire à produire tous les contrats avenants et pièces justificatives afin de permettre leur confrontation avec les archives de l'administration et de clarifier le droit de chaque partie. La Fondation Marie-Antoinette, qui est un établissement public de l'État, est sous ma tutelle. Il s'est fait que ce patrimoine de la Fondation est spolié. C'est tout à fait normal que je vienne voir quelle est la situation. Parce que l'État est dans une démarche actuellement de lutter contre la spoliation de tous ces patrimoines. Il y a d'abord une procédure judiciaire qui était engagée contre les spoliateurs. Je suis consterné, je suis vraiment affligé de trouver que des compatriotes, certains compatriotes n'ont pas froid aux yeux de venir spolier les biens de l'État. Même si on a besoin d'une concession, on a besoin d'un fonds, je pense que il faut faire en sorte que vous soyez dans les droits. Parce que la plupart de ceux qui ont acquis, si je dis bien la plupart, sont des hommes et des femmes d'État. Mais ce qui est vrai, quels que soient les bâtisses qui sont érigées ici, quel que soit ce qui est en train de se programmer ici, ils doivent savoir que la législation foncière est claire. Qui construit chez autrui, construit pour autrui.
À l'issue de la visite, la ministre d'État F. Bazaïba a instruit l'identification de tous les occupants du site et interdit toute nouvelle occupation ou installation en attendant les conclusions de l'examen de dossier. Elle a également parcouru les abords de la concession pour s'enquérir de la situation des petits commerçants qui exercent leur activité. Cette visite s'inscrit dans la dynamique de réforme engagée par le ministère à l'issue de l'atelier d'évaluation du secrétariat général aux affaires sociales et marque la volonté des autorités de renforcer la gouvernance foncière, de préserver les patrimoines publics et de restaurer l'autorité de l'État sur le bien relevant notamment des affaires sociales. À Jérusalem, la coopération entre la République démocratique du Congo et l'État d'Israël franchit une nouvelle étape dans le secteur de l'emploi. Conduite par le ministre de l'Emploi et Travail, Ferdinand Massamba, la délégation congolaise a multiplié des échanges de haut niveau avec les autorités israéliennes. Réunis ce lundi 13 juin autour d'une séance de travail, les ministres congolais et israéliens de l'emploi, accompagnés de leurs experts, ont partagé leurs expériences en matière des politiques d'emploi, des formations professionnelles et d'adaptation entre les compétences et les besoins du marché du travail. Les responsables israéliens ont présenté les mécanismes qui ont permis à leur pays d'afficher l'un des plus faibles taux de chômage au monde. De son côté, le ministre Ferdinand Massamba a exposé les réformes engagées sous le leadership du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour moderniser le secteur de l'emploi en RDC. Accompagné du directeur général de l'ONEM et du directeur général adjoint de l'INPP, le ministre a ensuite visité l'Institut technique ORT Collège de Jérusalem, une référence en matière de formation professionnelle axée sur les métiers et l'innovation. Les impressions des Congolais sont bonnes. Je suis très ravi par rapport à l'accueil qui m'a été réservé par les Congolais. Nous sommes venus dans le cadre de promouvoir le ministère de l'Emploi et du Travail, dans le cadre de l'emploi, de la formation professionnelle, de l'inspection du travail. Nous avons eu suffisamment de rencontres et des visites des centres de formation que nous avons fait et nous venons de sanctionner avec son excellence. Dans une réunion, vraiment, je suis très ravi de voir que l'État israélien est prêt à accompagner la République démocratique du Congo. La prochaine étape reste la signature d'un accord bilatéral entre les deux pays. L'accord est là, on est en train de l'enrichir pour que nous puissions avoir une date convenable pour nous rencontrer encore ici à Jérusalem. Nous rentrons avec satisfaction parce que mon collègue nous a rassuré qu'Israël va nous accompagner parce que les relations sont bonnes. La mission s'est poursuivie par un dîner officiel au cours duquel le ministre israélien a réaffirmé la volonté de son pays d'accompagner durablement la RDC à travers un partenariat technique, des échanges d'expertise et un renforcement des capacités. À Jérusalem, la RDC et l'Israël consolident ainsi un partenariat tourné vers le développement des compétences, la création d'emplois et l'avenir de la jeunesse congolaise. Dans le cadre de sensibiliser les corps estudiantins sur la question et la promotion des droits humains et de libertés publiques en République démocratique du Congo, l'Université islamique a organisé ce mercredi 15 juillet 2026 une conférence débat scientifique. Une rencontre qui a réuni étudiants, enseignants et responsables des institutions publiques autour d'une réflexion sur les défis et les perspectives en matière de protection des droits fondamentaux. 3 intervenants ont animé des échanges. Le rapporteur du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication des CISAC a ouvert la série des exposés avec une communication consacrée aux médias et à la protection de la liberté d'expression. Il a rappelé le rôle des professionnels de médias dans la consolidation de la démocratie tout en insistant sur la responsabilité qui accompagne l'exercice de cette liberté. Le président de la Commission nationale des droits de l'homme est ensuite revenu sur la mission de son institution dans la protection des libertés publiques et la prévention des violations des droits de l'homme. Il a présenté le mécanisme mis en place pour promouvoir le respect des droits fondamentaux et accompagner les victimes. Nous avons rencontré tous les manifestants, les organisateurs et aussi le pouvoir qui a organisé l'encadrement de ces manifestations. Et je conclus encore, il y a eu plus de peur que de mal. Et je dois vous dire qu'il n'y a pas eu de mort. Déjà, c'est une grande révélation. Et nous avons pris des mesures
pour accompagner l'explosion, si vous voulez, la traduction par des manifestations de ces libertés fondamentales. Et la CNDH a été pointée et par les autorités, le gouvernement, pour assister à toutes les négociations sur ce genre de manifestations pacifiques. Le ministre des Droits humains, Maître Samuel Bemba Kabouya, a pour sa part présenté la politique nationale de promotion et de protection des droits humains en RDC. Il a évoqué les avancées enregistrées par le gouvernement congolais, le défi qui reste à relever, ainsi que les perspectives envisagées pour renforcer le respect des droits humains sur l'ensemble du territoire national. Dans ce sens que nous sommes en train de travailler à la redynamisation des divisions provinciales des droits humains dans toutes les 26 provinces, mais aussi à l'implémentation de la justice transitionnelle pour que les victimes des atrocités en République démocratique du Congo connaissent la vérité, qu'il y ait des poursuites judiciaires à l'endroit des auteurs de violations massives et répétées des droits humains, que les garanties de non-répétition soient aussi consacrées et que les victimes soient réparées. À côté de cela, il y a cette grande campagne pour la reconnaissance des génocides commis en République démocratique du Congo qui est menée avec comme résultat à l'heure actuelle que l'Assemblée nationale a déjà reconnu le génocide perpétré en RDC, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples au niveau international et la société civile africaine l'ont aussi déjà fait, c'est-à-dire Cour africaine des droits de l'homme et des peuples et société civile africaine. Les différentes interventions ont été suivies d'un échange de questions-réponses avec les étudiants, une occasion pour ces derniers d'obtenir des éclaircissements sur plusieurs préoccupations liées aux libertés publiques, à la liberté d'expression et au rôle des institutions chargées de la protection des droits humains. La cérémonie s'est clôturée par la signature du livre d'or de l'université par les invités avant une visite guidée des installations de l'établissement. Une activité qui s'inscrit dans la volonté de l'université islamique de promouvoir le débat scientifique et la culture des droits humains auprès de la jeunesse congolaise. Quel avenir pour la jeunesse congolaise? Thème de la conférence sur le changement de la Constitution et à l'avenir de la jeunesse organisée par le ministère de la Jeunesse et Éveil patriotique le lundi 13 juillet 2026 au Pullman du Grand Hôtel Kinshasa. Réunis dans toute leur diversité, les représentants des organisations et mouvements de jeunes ont pris part à un espace d'écoute où chaque composante a exprimé ses préoccupations sur l'analyse des contextes nationaux et ses propositions sur la place que les jeunes doivent occuper dans la vie publique et dans les décisions qui engagent l'avenir du pays. La diversité des profils, de milliers de métiers et de sensibilités a permis de confronter les expériences et de faire émerger une lecture plus large des attentes de la jeunesse congolaise. La ministre a remercié chacun des participants pour la richesse des échanges, la pertinence des propositions et l'esprit de responsabilité qui a animé cette rencontre. Elle a enfin signalé que ces dialogues n'est pas une fin, mais le début d'une mobilisation nationale où la jeunesse prendra toute sa place dans la construction de l'avenir de la République. Réunis à Bunia à l'initiative du gouverneur militaire de la province, en collaboration avec la coordination stratégique multisectorielle de la riposte et ses partenaires, les 48 chefs coutumiers des secteurs et chefferies ont réaffirmé leur volonté d'accompagner les efforts engagés pour interrompre la chaîne de transmission de l'épidémie d'Ebola. Au cours de cette rencontre de haut niveau, le gouverneur militaire a appelé les chefs coutumiers à mettre leur leadership au service de la sensibilisation des communautés. Il les a invités à promouvoir le respect des mesures de
prévention, le signalement rapide des cas suspects et la collaboration avec les équipes déployées sur le terrain. Les responsables de la riposte ont présenté les actions en cours, notamment la recherche active des cas, les suivis des contacts et les campagnes de sensibilisation. Ils ont insisté sur la nécessité d'orienter sans délai toute personne présentant des symptômes vers un centre de traitement Ebola, rappelant qu'une prise en charge précoce augmente les chances de guérison et limite la propagation du virus. Une occasion pour eux également de mettre en garde contre les risques liés au maintien de malades à domicile qui compromet leur survie et favorise la transmission au sein des familles. Nous ne saurons pas vaincre cette maladie sans l'implication de nos communautés locales. Et nous sommes heureux de voir dans cette salle les représentants les plus dignes de cette communauté pour que nous puissions ensemble travailler la main dans la main pour assurer le contrôle de cette maladie. Pour ne pas être long, je voudrais juste solliciter, comme vous l'avez déjà demandé, vous l'avez fait mieux que moi, Excellence. Cette maladie, pour la contrôler, ce n'est pas compliqué. Ce ne sont pas toutes ces ambulances qui circulent ici dans la communauté. Ce ne sont pas les dollars que vous entendez dans les chaînes de télévision internationales, mais c'est plutôt vous, la communauté. Et donc, sans vous, nous ne pourrons pas contrôler cette maladie. Nos diplômes, si grands, de quel pays, de quelle université, ne permettront pas de maîtriser cette épidémie. Le secret de cette épidémie, c'est vous, les chefs coutumiers, les chefs des secteurs ici représentés. Le seul secret pour combattre cette maladie, c'est rompre la chaîne de transmission. Comment rompre la chaîne de transmission? C'est tout simplement, lorsque vous avez un malade, éviter que ces malades contaminent les autres. C'est ça, rompre la chaîne de transmission. À l'issue des échanges, les 48 chefs coutumiers se sont engagés à intensifier les actions de sensibilisation dans leur communauté, à encourager les référencements précoces des personnes malades vers les centres de traitement Ebola et à accompagner les équipes des ripostes. Ils ont par ailleurs sollicité un appui accru du gouvernement et des partenaires afin de remplir efficacement leur mission, réaffirmant que seule une mobilisation collective fondée sur la confiance et l'engagement des leaders communautaires permettra de mettre fin à l'épidémie et de protéger durablement les populations de l'Ituri. La 42e édition du championnat d'Afrique de club vainqueur de Coupe de handball s'est achevée ce mardi 14 juillet 2026 au gymnase jumelé du stade de Martyrs de Kinshasa. Au terme de ce jour de compétition, l'Étoile du Congo de Brazzaville et Petro Luanda d'Angola ont été sacrés champions, tandis que les représentants de la RDC, la JSK et les HC Héritage ont conclu leur parcours sur une note positive en décrochant chacun une médaille de bronze. Chez le monsieur, l'Étoile du Congo a remporté la finale en dominant les Camerounais de forces armée et police sur les scores de 19-16, s'addigeant ainsi les trophées continentaux. Dans le tournoi féminin, les Angolaises de Petro Luanda ont confirmé leur suprématie en s'imposant 32-27 face à l'AS Otoso du Congo, conservant ainsi leur couronne africaine. Malgré leur élimination en demi-finale, le club congolais a parfaitement réagi lors de matchs de classement. La jeunesse sportive de Kinshasa s'est imposée face à Amontada du Maroc 32-26 après une première période très disputée pour monter sur la troisième marche du podium. De son côté, les HC Héritage a livré une bataille intense face à une formation camerounaise avant de s'imposer sur la plus petite des marches 25-24, offrant à la RDC une deuxième médaille de bronze dans cette édition à domicile. Organisée du 9 au 14 juillet 2026 à Kinshasa, cette 42e édition du championnat d'Afrique de club vainqueur des coupes de handball s'achève sur une note encourageante pour les handball congolais. Avec 2 médailles de bronze, le club de la RDC confirme leur progression sur la scène continentale.
Bienvenue à tous dans cette revue de presse du mercredi 15 juillet 2026 sur Canal Numérique Télévision, votre chaîne. Les balles de ce mercredi s'ouvrent avec la tempête de tropique, notre ami de tous les jours. Cependant, la source utilise le langage du retrait des troupes rwandaises de la RD Congo dans le premier avant-titre de la tempête avant de dire que l'ultimatum arrive à échéance. Il s'agit de quel ultimatum? Question mark. Les canards expliquent à l'opinion publique que l'échéance de la mi-juillet 2026, présentée comme une date butoir pour le retrait des troupes rwandaises du territoire de la République démocratique du Congo, qui arrive à son terme dans un contexte marqué par de fortes attentes diplomatiques et sécuritaires dans la région des Grands Lacs. En parlant du cessez-le-feu dans la partie orientale congolaise, le confrère signale que 3 officiers FARDC ont été déployés à Goma depuis hier afin de participer aux travaux de vérification élargie mis en place dans le cadre des discussions entre le gouvernement congolais et l'AFC M23. Pendant ce temps, on lit sur la une du journal qu'à propos de la paix de policiers, 233 millions de dollars américains détournés chaque année selon la tempête des tropiques. C'est grave et très grave. Sur Congo Nouveau, les tri-hebdomadaires quinois, on lit tentative d'un 3e mandat. Washington floué par Kigali, lit-on depuis la manchette du Canard, pour qui l'échéance de la mi-juillet fixée dans le cadre des engagements pris sous l'égide des USA, c'est une question qui demeure au centre des préoccupations à Kinshasa comme dans les capitales de la région, c'est-à-dire les retraits des troupes rwandaises du territoire congolais. Sera-t-il effectivement réalisé dans les délais annoncés? S'interroge-t-on. À ce 15 juillet, aucun militaire rwandais n'a quitté le sol de la République démocratique du Congo. Au contraire, ces troupes continuent d'appuyer l'offensive de l'AFC M23 dans les provinces du Nord et du Sud Kivu, principalement dans les territoires de Mwenga, Kalehe et Fizi. Dans l'autre temps, au sujet de la marche du 22 juillet prochain, le confrère écrit « Contre-manifestation de l'Union sacrée du 22 juillet, Kabuya dément Mbata humilié ». Et de son côté, dans le même ordre d'idées, le CENSA demande l'interdiction des manifestations concurrentes. Ça c'est bien. Au journal Forum des As, dans son leader, il est écrit que le gouvernement vient à la rescousse de DSMP, entendez, les Daring Club Motema Pembe, avec plus de 600 000 dollars américains. À côté, on peut aussi lire que l'Espagne renverse la France 2-0, plombant la fête nationale du 14 juillet. Aïe aïe aïe. Revenons en manchette autour de la marche du 22 juillet. Le Canard signale que André Mbata Mangou Beturmeso s'oppose à Augustin Kabuya Chilumba Mwanabuti. Et puis, à Kalemi, les FARDC interpellent des militaires déserteurs et des infiltrés. Sur Econews, pointant les incidents du 12 juin dans son leader, le Canard rapporte qu'après Olengankoy, les ténors de l'opposition et de la société civile à la Cour de cassation. Sur la manchette du journal, on lit « Tournant le dos à Mbata Mangou Beturmeso André, l'Union pour la démocratie et le progrès social refuse de tomber dans le piège du 22 juillet. » Et pour clore la revue, le journal La Référence Plus écrit « Appel à l'ONU d'un nouveau cadre normatif international sur les ressources naturelles. La Russie conteste l'approche de la RDC selon laquelle elle vise à promouvoir un renforcement du cadre normatif international sur la gouvernance des ressources naturelles en contexte de conflit. » D'un autre côté, le Canard fait savoir des démentis et des silences quant aux accusations russes contre l'Ukraine sur son présumé soutien aux rebelles de l'AFC M23. C'est donc tout pour ce mercredi. Merci à tous. À la prochaine.